Il est le pionnier de la géopolitique du sport et du football en France. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Pascal Boniface sur la chaîne. Quels sont les enjeux géopolitiques de l'Euro? Quelle est l'histoire géopolitique de cette compétition? À l'heure où se profile l'Euro 2024 en Allemagne, on discute de tout ça aujourd'hui. Générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur l'Arena. Et aujourd'hui, je m'essaye à un format inédit, le format de l'interview, et j'ai l'honneur de recevoir sur la chaîne, même si c'est moi qui suis reçu, par Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface. Salut Valentin. Vous êtes géopolitologue, directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous avez publié de nombreux ouvrages et références sur la géopolitique du sport et surtout du football, comme Planète Football, l'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde, ou encore 3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Vous animez par ailleurs la chaîne YouTube Comprendre le Monde, où vous décryptez l'actualité internationale et qui cumule plus de 38 millions de vues et plus de 320 000 abonnés. Merci de nous accorder cette interview. On va donc parler des grands enjeux géopolitiques de l'euro dans l'histoire, mais aussi celui actuel. Mais avant de se lancer là-dedans, peut-être première question, on entend souvent des personnalités, parfois personnalités politiques, nous dire qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, et surtout football et politique. On sait que c'est hypocrite. Le football a toujours été une arme politique. Pourquoi ? Parce que le football, ça concerne tout le monde. Le football est déjà un objet géopolitique et il est parti à la conquête du monde. Les Britanniques ont inventé deux concepts, la démocratie et le football. Ils ont voulu exporter la démocratie par les bombes, notamment en Irak, ça n'a pas marché. Le football a été une conquête pacifique, dans l'enthousiasme des populations qui ont été conquises. Et le football a fait un merveilleux voyage. Il est né de l'élite anglaise dans l'île britannique qui voulait rester entre soi. Et en fait, ça leur a échappé. Ça leur a échappé. La classe ouvrière, dans un premier temps, se l'est réappropriée en Angleterre. Et puis ensuite, les peuples colonisés partout dans le monde. Et maintenant, ce sport qui était celui d'une élite fermée sur elle-même est devenu le sport universel. Et quand vous êtes le sport universel, il y a forcément des enjeux géopolitiques, vu le nombre de personnes qui regardent les matchs, vu le nombre de personnes qui se sentent concernées, vu le nombre des débats qui sont sans cesse et sans fin organisés sur le football. Et donc, le championnat d'Europe n'échappe pas à cela. On a vu qu'il a été fondé en 1960, que l'UEFA est né en 1954. On est donc après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la construction d'une nouvelle Europe politique, elle passait aussi par la construction d'une nouvelle Europe du football? C'est Denis Law, un footballeur britannique, qui a dit « Vous les Français, vous avez inventé quelque chose de génial qui a dépassé les frontières. » C'était la Coupe d'Europe des clubs champions, qui a été créée avant d'ailleurs le marché commun. Donc le football a créé déjà un espace européen avant qu'il y ait un espace économique et politique européen. Et en plus, dès le départ, il y avait des clubs de l'Est qui participaient. Il n'y avait pas de contact au moment où le rideau de fer était réellement infranchissable, où il n'y avait aucun touriste européen, occidental qui partait dans les pays communistes et que ceci était empêché de sortir. Et ben, il y avait des matchs entre des clubs hongrois, tchèques, polonais. Et donc, en fait, le football a été pionnier dans la construction d'un espace européen commun. Et je pense que beaucoup de jeunes ont appris un peu la géographie en regardant les classements, peut-être toi d'ailleurs, en regardant les classements des différents championnats européens, c'est où cette ville, etc. Donc le football a créé un espace européen dans lequel la plupart des jeunes se sont reconnus. 1960, premier euro de l'histoire, mais premier euro en pleine guerre froide, donc on est un an avant la construction du mur de Berlin. Entre les succès de l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS Espagne de 1960, quelle a été l'influence du contexte international sur les championnats d'Europe de la période ? Pour l'Allemagne, c'est une réhabilitation sportive et donc politique. Ça suit le miracle de Berne en 1954 pour la première fois grâce à leur victoire dans la Coupe du Monde contre la Hongrie, même s'ils étaient un peu chargés, nos amis allemands. Mais bon, voilà, le palmarès reste inchangé. En fait, les Allemands pouvaient de nouveau être fiers d'eux sans que cela fasse peur au reste de l'Europe. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le miracle de Berne, confirmé par la suite par les championnats européens. Et puis, effectivement, au moment où il y a des rencontres entre les clubs de différentes nationalités, dont le Real de Madrid qui va là-bas, en fait, Franco ne veut pas rencontrer l'Union soviétique, à mon avis, parce qu'il avait peur que son équipe nationale soit vaincue et qu'il ne voulait pas que les communistes prennent sur le domaine sportif la revanche qu'ils avaient perdue dans le sang dans le domaine politique, et donc il empêche son équipe d'y aller. Ils sont d'ailleurs les premiers champions d'Europe. Donc voilà. Ça montre, oui. Et alors pendant très longtemps d'ailleurs, ensuite, les pays de l'Est avaient des très beaux résultats dans les championnats olympiques, dans les Jeux olympiques.
en football, dans la mesure où, jusqu'en 92, les JO étaient interdits aux professionnels. Et donc, les meilleurs footballeurs occidentaux ne pouvaient pas participer aux JO. Par contre, il y avait un faux amateurisme dans les pays de l'Est, puisque les footballeurs étaient militaires, policiers, conducteurs de locomotives, enfin la locomotive, etc. Et donc, en fait, c'est des professionnels déguisés. Et quand tu regardes le palmarès avant 92, c'est que des pays de l'Est. Et dans le reste, je dirais, dans les championnats normaux, à part celui-là, 60, qui est quand même un peu, enfin, voilà, qui est un mini-championnat, après, par la suite, les pays de l'Est n'ont jamais réellement brillé par rapport aux équipes professionnelles. 1992, c'est une nouvelle édition du championnat d'Europe et dans un continent en mutation. Et cette fois, c'est la guerre qui s'invite à l'Euro. L'UEFA, qui à l'image du Comité international olympique défend une image apolitique, va prendre une véritable décision politique. Oui, l'exclusion de la Yougoslavie, les joueurs yougoslaves s'étaient entraînés, étaient prêts à venir, et puis l'UEFA, disons la partie occidentale de l'UEFA, on était en guerre contre, on allait bientôt être en guerre contre la Yougoslavie par la suite, mais enfin la Serbie, la Yougoslavie étaient considérés comme responsables de la guerre plus que la Croatie, et donc on exclut la Yougoslavie de cette compétition. Sans trop de débat d'ailleurs, hein, et les Danois qui étaient en vacances sont invités au dernier moment, et ceux qui vont gagner le championnat en battant l'Allemagne, ce qui est une belle revanche pour eux, avec une équipe sympa, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils sont arrivés en tongs, quoi, ils étaient vraiment la serviette de plage et tout, et donc ils vont avoir cette épopée fantastique, un peu plus triste pour nous, parce que c'est Michel Platini qui dirige l'équipe, c'est quand même Papin Cantona, vraiment... un parcours en éliminatoire magnifique que des victoires, et on échoue au premier tour de cette compétition, ce qui est bien dommage. Mais là, effectivement, une fois encore, quand on dit on ne mélange pas sport et politique, bullshit, on le mélange en permanence. Oui. Et puis d'ailleurs, ça fait une belle transition avec la question suivante. Hein. Accueillir l'Euro comme pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, c'est un choix politique. Quelles ont été pour vous les candidatures les plus marquantes d'un point de vue géopolitique à l'Euro ? Celles qui unissent deux pays, par exemple Belgique, Pays-Bas, ou Suisse, Autriche. Après, il y a Pologne, Ukraine, où Platini, comme président de l'UEFA, décide de s'ouvrir à l'Est et dit que ces pays-là, c'est vraiment un choix géopolitique, de montrer effectivement l'universalisme. Et puis, toujours décision de Michel Platini, lorsqu'il décide que l'Euro aura lieu dans une dizaine de pays, c'est la dernière édition, et qui effectivement a marqué par son rayonnement, c'était assez sympa. Je reviens d'ailleurs, pardonne-moi l'esprit de l'escalier, sur la Yougoslavie, exclue de l'Euro. Il y a un merveilleux roman de Gigi Riva, un homonyme du footballeur, il n'est pas footballeur, qui s'appelle Le Dernier Penalty. Et il imagine qu'à la Coupe du Monde 90, Bas Daverić ne manque pas son penalty contre l'Argentine, mais il qualifie son équipe, et du coup la Yougoslavie gagne la Coupe du Monde, et du coup ça crée un tel élan qu'il n'y a pas de scission entre Serbes et Croates, et que la victoire de la Coupe du Monde permet finalement d'éviter la guerre, etc. C'est une uchronie, c'est un roman, mais on montre aussi qu'il y a d'excellents romans sur le football. Euro 2012, nous sommes en Ukraine et en Pologne pour cet Euro qui sera remporté par l'Espagne. Deux matchs retiennent alors notre attention et ont des enjeux autres que purement sportifs. Pologne-Russie et Allemagne-Grèce. Pourquoi ? Alors, Pologne-Russie, parce que ces deux pays, déjà, ne s'entendent pas, et disons que les Polonais ont une mémoire douloureuse de la présence russe et ou soviétique, et que c'est un enjeu majeur. Alors, Allemagne-Grèce, normalement, on se dit non, mais c'est juste la fin de la crise. On peut dire que le ministre des Finances allemand a vraiment tordu le cou aux Grecs. On voit Angela Merkel déguisée en uniforme nazi, parce qu'il y a le sentiment que c'est une nouvelle occupation. En plus, il y a des Allemands pas très malins qui proposent d'acheter des îles grecques pour que la Grèce rembourse sa dette, ce qui est pas très futé. Et donc, effectivement, les Grecs ont le sentiment que c'est plus l'Allemagne qui a obtenu une crise quand même, qui va déboucher sur une crise sociale abominable pour les Grecs. Et donc, effectivement, ce match a un goût de revanche. Il y a eu un autre match, je crois que c'est l'édition de 88, si je ne me trompe pas, où il y a eu un match Pays-Bas-Allemagne, et où les supporters néerlandais criaient dans le stade « Rendez-nous nos vélos ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant l'occupation, les Allemands avaient piqué les vélos des Néerlandais. C'est quand même sacré, les vélos dans les Pays-Bas. Et donc, c'était une sorte de clin d'œil, en fait. On évoque très souvent des souvenirs traumatiques historiques. Bon, ce n'est que du foot, mais il y a effectivement, ça permet un peu de chambrer et de se venger symboliquement. Oui, exactement. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait un joueur néerlandais en 88, justement pendant ce match, qui avait dit
on a pris notre revanche sur 40. Donc c'était Voilà. voilà, pour montrer tout cela. Alors la Russie, vous en avez parlé. Entre-temps, le contexte international a drastiquement changé. La Russie est exclue de toutes les compétitions UEFA et FIFA. Quels sont selon vous les horizons sportifs pour la Russie qui a, je le rappelle, refusé fin 2023 son intégration à la Confédération asiatique de football? Effectivement, la Russie aurait pu être intéressée par une intégration dans la Confédération asiatique parce que je pense que dans certains sports, elle le fait d'ailleurs, parce que là, il y a vraiment The West versus the Rest. L'Occident et donc l'UEFA a condamné la Russie qui n'a pas pu participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et à l'Euro 2024, alors que dans le reste du monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, il n'y a pas cette condamnation de la Russie. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a cela. Et donc la Russie Poutine essaye de développer des contre-jeux. Il y avait les Jeux de l'amitié, auparavant il y a les Spartakiades entre pays communistes. Il veut inventer les Jeux des BRICS pour concurrencer les Jeux olympiques. Mais en fait, il ne pourra pas. Il y a les Jeux Olympiques, c'est une marque quand même universelle, c'est ça qui est attractif, comme la Coupe du Monde. Et donc, s'il veut participer à la Coupe du Monde, il a peut-être plutôt intérêt à essayer d'intégrer la Confédération asiatique, même plutôt que de rester en Europe. Mais là, je pense que du fait des relations entre les pays occidentaux et la Russie, tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de réconciliation. Et puis bien sûr, donc cet Euro 2024 arrive cette semaine et il sonnera différemment pour une nation particulièrement, l'Ukraine. C'est la première grande compétition footballistique que vont jouer les Ukrainiens depuis le 24 février 2022. Selon vous, que peut représenter l'Euro et le football pour l'Ukraine et pour l'ensemble des Ukrainiens? Plus que jamais, c'est toute chose de flag, montrer le drapeau. Et donc, effectivement, un pays qui est en guerre, qui lutte pour sa survie ou son intégrité territoriale, pour lequel il y a un sentiment de compassion qui est très fort dans le reste. Et donc, ils vont avoir un soutien qui va dépasser le seul soutien des supporters habituels de l'Ukraine. Par, effectivement, compassion pour son sort. Leur qualification est un quasi-miracle, en fait. Et donc, on va voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais le simple fait qu'ils puissent participer est déjà une victoire pour eux, par rapport à la désorganisation le Shakhtar Donetsk qui ne joue plus dans son stade depuis très longtemps, alors que c'était le club phare de l'Ukraine. Et c'est un pays qui est en guerre quand même, donc les conditions d'entraînement sont pas idéales. Ils jouent à l'extérieur par définition. Mais donc effectivement, je ne serais pas étonné que Zelensky, alors soit décide de venir à un match, en tout cas, le pouvoir ukrainien va beaucoup communiquer sur le parcours de l'équipe ukrainienne. Et encore plus s'il passe le premier tour. Oui. Et puis encore plus aussi en Allemagne, dans un pays qui aide beaucoup l'Ukraine, qui a accueilli énormément de réfugiés ukrainiens. L'Ukraine a joué beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs en Allemagne aussi, oui, exactement. Philippe Lam, donc légende du foot allemand et directeur de l'Euro 2024, a déclaré qu'il y aura 75% de vols en moins par rapport à l'Euro 2016 en France. L'UEFA prône, je cite, un euro durable et vert. Et par exemple, les tickets d'un match permettent un accès pendant 36 heures au transport en commun d'une ville haute. Va-t-on vers un football plus engagé pour l'écologie? Oui, je ne voudrais pas lancer le débat sur le char à voile, mais effectivement, il va y avoir, il y a quand même, on voit qu'il y a des déplacements qui se font en avion privé pour aller à quelques centaines de kilomètres, ça je parle des clubs. Pour les supporters, c'est un choix. En fait, il y a une conscience du coût écologique des compétitions qui est de plus en plus forte. Je dirais de façon un peu hypocrite, parce qu'on parle toujours du bilan carbone des compétitions sportives, pas des événements culturels. Une fois encore, le sport est quand même plus visé que d'autres événements. Il y a des événements culturels qui sont très énergétivores ou qui font beaucoup de dégâts écologiques, on n'en parle pas. Donc, mais ça, c'est un débat éternel sur le fait que la culture est intouchable, surtout en France, et que le sport est toujours un petit peu moins qu'auparavant. Alors, on se planque plus à la fac pour lire l'équipe, mais il y a quand même toujours un peu va donc qui est sportif, tu vois, enfin, l'insulte, etc. Ça marche toujours un peu. Bon. Mais donc, oui, il faut que le bilan carbone soit baissé, mais en même temps, il faut qu'il y ait des compétitions. On peut très bien aller en train dans les transports en commun pour voir un match. C'est souvent plus rapide de toute façon que d'y aller en bagnole. Donc, et puis, les équipes aussi pourraient faire attention à cela. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite. Quand il y a eu le débat justement sur le char à voile Paris Saint-Germain, quand il y a un match à l'extérieur, on peut y aller en train, mais on ne peut pas revenir en train parce qu'il n'y a pas un train spécial qui va tourner pour
partir de minuit de Nantes pour aller à 3 heures à Paris. Enfin, il faut... Bon. Et puis, soyons clairs, si tout le PSG débarque Gare de Lyon pour aller jouer à l'OL, ça va un peu être compliqué à la Gare de Lyon, quoi, parce que ça va faire une émeute, etc. Donc, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que pour les joueurs, leur notoriété, les délires qu'ils suscitent dès qu'ils vont quelque part, ils n'ont plus une vie normale, quoi. Donc, fait que leur déplacement doit forcément être sécurisé. Mais pour les supporters, pour les spectateurs, moi je vais au Stade de France ou au Parc des Princes en métro, quoi. C'est pas, je vois pas en quoi, et je rentre plus vite chez moi. Le match du groupe A, Allemagne-Hongrie du 19 juin, retient particulièrement mon attention. Alors, vous avez parlé du miracle de Berne, donc c'est un match qui aura une forte connotation historique. Mais à l'Euro 2021, ce match avait déjà eu lieu et avait donné à de fortes tensions diplomatiques et politiques entre Berlin et Budapest sur fond de défense des droits LGBT. C'était l'affaire du Rainbow Gate qui avait même nécessité une intervention de l'Union européenne et de l'UEFA. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement et ses implications? Oui, il y avait des matchs en Hongrie et donc Viktor Orban ne voulait pas que le stade soit illuminé aux couleurs LGBT et donc il a dit non, pas question. Il y a une politique relativement assez homophobe, disons-le, en Hongrie, très identitaire, et l'Allemagne, qui se voulait gay-friendly, a illuminé des stades, effectivement, aux couleurs arc-en-ciel, et donc c'était deux conceptions de l'Europe, deux conceptions du droit des minorités tout à fait différentes. Donc ce match, est-ce que ce souvenir restera vivace aujourd'hui? Ça a été quand même... Bon, de toute façon, ces deux pays ne sont pas dans la même galaxie mentale par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, par rapport aux événements géopolitiques. Par contre, j'en tire profit, c'était le comte d'Habsbourg. Il y avait eu un précédent Euro, un match Autriche-Hongrie. Il a dit oui, mais contre qui? Donc là, on ne demande plus, quoi. Enfin, Et l'une des équipes à suivre de cet Euro, ce sera la Géorgie, du sélectionneur français Louis Lissagnol, qui va disputer donc sa première compétition internationale. L'actualité politique géorgienne, elle est assez brûlante. Et au moment de la qualification, les supporters et même les joueurs géorgiens ont célébré en revendiquant les républiques séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Quel peut être, selon vous, le poids d'un euro pour la Géorgie, pour une nation comme la Géorgie? Il faut voir, déjà, le simple fait d'y être, c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup Bien sûr. d'habitants, ils ne sont pas habitués, leurs clubs ne sont pas performants, la plupart des bons joueurs jouent à l'étranger. Bon, à Metz, qui n'a pas pu sauver Metz de la relégation, pour le plus grand malheur de certains supporters messins. Mais bon, voilà, mais donc, c'est pas, la qualification est un miracle. C'est un miracle que ce pays participe, donc c'est déjà une source de fierté nationale. Après, il faudra voir comment c'est répercuté. La fierté nationale, elle peut aussi développer, effectivement, conforter le sentiment anti-ingérence russe par rapport à cela. Et donc, le patriotisme inauguré par le maillot, ça peut exister. Et effectivement, le fait de dire « nous existons comme nation et nous sommes performants, et en plus on va à un euro où les Russes ne sont pas là ». Donc c'est quand même déjà quelque chose, et c'est très gênant pour le pouvoir parce qu'il ne pourra pas nier l'existence de cette équipe, nier ces revendications dont tu parlais, et donc c'est un peu un cadeau empoisonné pour le pouvoir. Ouais. Et ce qui prouve aussi, enfin voilà, petite incise, il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France qui se sont exprimés en disant, je fais une vidéo là-dessus, en disant Al Ace on Rafa. L'époque où les footballeurs ne devaient pas prendre position sur des sujets sociétaux, sur des sujets politiques, on disait dribble et tais-toi, où il y avait ce mépris social et intellectuel sur les footballeurs, donc les milliardaires en short, etc. Alors que les mêmes qui disent les milliardaires en short trouvent que les tennisman sont intelligents et pas les footballeurs. Enfin, le fait que le football soit un sport populaire a fait que beaucoup d'élites méprisent le football. Et là, on voit que de plus en plus, alors sur des sujets bien sûr contre le racisme, que beaucoup de joueurs ont vécu le racisme petit, etc. C'est Vikash Dorasso qui disait quand je suis devenu footballeur, j'étais plus noir, j'étais footballeur, mais avant j'étais noir et donc je subissais le racisme. Donc il y a ceux-là, ils ont été depuis longtemps engagés contre le racisme, les fouteux, parce que beaucoup l'ont vécu, et maintenant ils dépassent ça, ils dépassent des causes, disons, consensuelles, lutter contre le racisme. Personne ne va dire ah non, moi je suis pour le... Enfin si, il y en a qui disent, mais c'est difficile. Mais ils vont sur des sujets qui sont moins consensuels, plus clivants, et ça c'est une bonne chose. Et puis dernière petite question, un petit pronostic pour cet Euro 2024? Ah, j'en fais jamais.
j'espère être en Allemagne le 14 juillet, mais je ne fais pas de pronostic. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir répondu à mes questions. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter. Et puis je mettrai également la chaîne de Pascal Boniface en description, quelques liens aussi d'ouvrages pour aller retrouver de très nombreux sujets passionnants sur la géopolitique du sport et la géopolitique du football. Et puis je vous glisserai aussi le lien du programme Sport et géopolitique de l'IRIS dirigé par Lucas Aubin que je salue. C'est tout pour moi les amis, à très vite pour la suite des aventures sur la chaîne. Ciao ciao.